Bonjour les enfants, alors voilà la vidéo dont je vous parlais, la fameuse vidéo Jokatop. Vous reconnaissez sûrement, hein, c'est le logiciel qu'on utilise en classe pour expliquer et illustrer les leçons d'histoire. Première chose à vous dire là-dessus, quel que soit le jour où on rentrera en classe ensemble, vous n'aurez pas d'évaluation sur ce thème. Donc vous pouvez regarder tranquillement, profiter de ce qu'on vous raconte, d'essayer de retenir des choses, de comprendre ce qu'on vous dit, mais ne le faites pas en stressant, en imaginant que vous devez tout retenir. C'est pas le cas. Là, tout ce qu'on va apprendre en histoire pendant cette période où on doit rester chez nous, c'est juste pour pas qu'il y ait de trous dans la chronologie de ce qu'on apprend, pour que vous ayez pas de soucis plus tard quand vous retournerez à l'école, pour pas qu'il vous manque des choses. On commence ? Le 14 mai 1643, Louis XIII meurt à 42 ans. Son fils, le futur Louis XIV, n'a alors que 5 ans. Alors je vous le montre un peu plus près, si vous voulez voir. Voilà Louis XIV à la mort de son père qui est mort jeune, il a alors que 5 ans. Vous imaginez, j'imagine, le problème. Le problème, c'est que quand on a seulement 5 ans, on ne peut pas diriger un pays comme la France. Ou alors on risquerait de prendre de mauvaises décisions. Du genre, je veux des fraises Tagada. Ça, c'est pas une bonne décision pour la France. Donc, comment est-ce que ça va se passer pour lui? Comment il va faire pour gouverner la France alors qu'il a que 5 ans? Il est trop jeune pour gouverner. C'est donc une nouvelle fois la mère du roi qui devient la régente. Alors, une nouvelle fois, vous savez pas pourquoi ils disent une nouvelle fois? Ben parce qu'en fait, Louis XIII, ça a été la même chose. Son père, à Louis XIV, est devenu roi très jeune, et donc c'est sa mère qui avait assuré la régence. Qu'est-ce que c'est que la régence? C'est le fait de diriger le pays alors qu'on n'est pas roi. Donc c'est diriger le pays à la place du roi parce qu'il est trop jeune. Elle s'appelle Anne d'Autriche. Et c'est le cardinal italien Mazarin qui s'occupe de l'éducation du jeune souverain. Le cardinal Mazarin, c'est un chef de l'Église catholique qui est très importante dans la France à cette époque-là, à tel point qu'un cardinal comme Mazarin est aussi ministre de la France. Et c'est Anne d'Autriche qui s'occupe de la régence, mais Mazarin joue beaucoup aussi dans les décisions à cette époque-là. Il prend beaucoup de décisions, il est très important. C'est lui qui dirige le pays avec Anne d'Autriche et qui s'occupe d'éduquer Louis XIV pour qu'il devienne lui aussi un jour capable de régner seul. Pendant l'enfance de Louis XIV, Anne d'Autriche fait face à un mouvement de révolte. Des nobles s'opposent au pouvoir royal. Ils poussent la population parisienne à se révolter avec eux. C'est la Fronde. Je vous explique assez rapidement ça. C'est pas très important, mais un petit peu. Écoutez pourquoi. À cette époque-là, comme le roi n'a que 5 ans, certains se disent on pourrait peut-être essayer de lui piquer la place. Parce que c'est déjà arrivé que le roi ne soit pas forcément le fils de l'ancien roi. C'est arrivé par exemple avec François Ier, le dernier roi qu'on a vu ensemble de la Renaissance. Il a pris le pouvoir parce que le roi qui est mort n'avait pas d'enfant. Donc certaines autres familles aimeraient bien récupérer la place de roi pour leur famille à eux. Et quand on a un roi qui a 5 ans, certains se disent c'est la bonne occasion. Donc certains nobles veulent prendre la place du roi, et ça s'appelle la fronde. Alors vous allez le voir, là on va le voir dans quelques diapositives, ça va rater. Donc pourquoi parler de ça? Eh bien on parle de ça pour expliquer le comportement plus tard de Louis XIV. Louis XIV, ça va être le roi qui aura le plus voulu gouverner seul. Il veut être Dieu, il veut tout décider. Et s'il est devenu comme ça, c'est aussi à cause de ce qui s'est passé là, la Fronde, quand il était petit. Il se rappellera toute sa vie que
des nobles ont voulu lui piquer sa place. Et pour que ça n'arrive jamais, il décidera toute sa vie de toujours prendre toutes les décisions seul. On continue. Les événements dégénèrent, poussant la famille royale à fuir. Peu à peu, l'armée royale rétablit l'ordre. Les frondeurs sont battus et arrêtés. Ces événements ont marqué le jeune monarque, qui se méfiera toujours de la noblesse. Et on va voir tout à l'heure quelle va être sa stratégie pour que les nobles ne veuillent jamais prendre sa place. Et sa stratégie va être remarquable, vous allez voir. Le règne personnel de Louis XIV débute à la mort du cardinal de Mazarin, en 1661. Après la mort de celui qui lui a appris à devenir roi, en quelque sorte, il décide de prendre le pouvoir seul. Il a à cette époque une vingtaine d'années, 22 ans je crois, il faudrait refaire le calcul, et il décide de gouverner seul. Il ne garde près de lui que des hommes en qui il a une entière confiance. C'est une monarchie absolue. Monarchie absolue, ça veut dire que c'est que le roi qui décide. Aujourd'hui encore, il y a des monarchies comme en Angleterre. Vous connaissez sûrement Élisabeth II, la reine d'Angleterre, mais ce n'est pas une monarchie absolue, c'est une monarchie qu'on dit parlementaire. Parlementaire parce qu'il y a un parlement. Qu'est-ce que c'est que le parlement? C'est des députés, des gens qui votent des lois. Il n'y a pas une seule personne qui décide d'absolument tout. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. À l'époque, ça existait. Le roi, c'est comme Dieu. Il le dit d'ailleurs, Dieu m'a choisi pour donner des ordres aux autres hommes et femmes de France. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc je peux décider de tout et faire absolument tout ce que je veux. Pendant le règne de Louis XIV, le commerce se développe et enrichit le pays. Les marchands quittent l'Europe en bateau avec des armes, des tissus et de l'alcool. Ils échangent ces marchandises en Afrique contre des esclaves. Ces esclaves sont ensuite vendus en Amérique, où ils seront exploités dans les plantations de sucre ou de café. Alors, le début du règne de Louis XIV, il va bénéficier de ce commerce dont on vous parle à l'instant, qui s'appelle, vous allez le voir, le commerce triangulaire. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne beaucoup d'argent? Eh bien, l'Amérique a été découverte il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 200 ans, mais ça commence à se développer et il y a beaucoup de richesses là-bas. Et la France a des colonies là-bas, a des terres, et ça lui rapporte beaucoup d'argent. Ces denrées très convoitées sont ensuite ramenées en Europe pour être vendues. C'est le commerce triangulaire. Allez, vous allez regarder l'explication. Si jamais vous ne comprenez pas, c'est un petit peu long. Vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo, essayer de regarder. Et aussi, vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez m'envoyer des mails ou des messages sur Benelux, je pourrai vous répondre si vous ne comprenez pas tout. Au XVIe siècle, les pays européens organisent un commerce entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Les marchands européens quittent les ports d'Angleterre, de France, d'Espagne ou du Portugal, les cales chargées d'armes, de tissus et d'alcool. Ils échangent ces marchandises contre des hommes et des femmes d'Afrique qui sont chargés dans les cales des bateaux. Les marchands reprennent la mer pour traverser l'océan Atlantique jusqu'en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et aux Antilles. Là-bas, les Africains sont vendus comme esclaves pour être exploités dans les plantations de sucre, de cacao ou de café. Ces denrées très convoitées remplacent les esclaves dans les cales des navires qui repartent vers l'Europe. On appelle ces échanges entre les trois continents le commerce triangulaire. Alors vous avez compris pourquoi on appelle ce commerce le commerce triangulaire. Vous avez vu que ça faisait un triangle le trajet que faisaient les marins à l'époque.
En 1848 seulement, on l'a vu ça avec les CM2 et vous le verrez l'année prochaine, seulement en 1948, l'esclavage a été aboli en France, parce que certes ça rapportait de l'argent ce commerce triangulaire, mais en faisant des choses complètement inhumaines, en considérant les esclaves d'Afrique comme des objets. Donc ça a été interdit en France en 1848. Louis XIV veut agrandir le royaume. Son règne s'accompagne de nombreuses guerres contre l'Espagne et l'Autriche. Les victoires françaises sont nombreuses. Louis XIV devient le roi le plus puissant d'Europe. Alors vous allez voir que par la suite, ça ne sera pas forcément le cas, mais le début du règne de Louis XIV, c'est beaucoup de réussite. Il s'enrichit, il gagne des guerres contre d'autres pays, agrandit le royaume. Il est à l'époque considéré comme le roi le plus puissant. Dès le début de son règne, Louis XIV décide d'offrir au roi de France une somptueuse demeure. Je suis sûr que vous connaissez le nom de ce château, qui est près de Paris, que l'on peut visiter. Les travaux durent presque 20 ans. Le résultat est extraordinaire. C'est le château de Versailles. On parlait tout à l'heure de stratégie pour surveiller les nobles, pour les empêcher de vouloir prendre le pouvoir du roi. Et bien voilà, l'objet de la stratégie de Louis XIV, c'est le château de Versailles. Écoutez pourquoi. Dans son château, le roi organise des fêtes grandioses. Il est entouré des nobles qui sont très honorés d'être invités. Comme le château est immense, beaucoup d'entre eux y vivent toute l'année. Le groupe de nobles qui entoure le roi s'appelle la cour. Et toute la journée, la cour suit le roi. C'est même un grand honneur de pouvoir regarder le roi manger. Louis XIV est malin. Il se souvient que certains nobles voulaient prendre le pouvoir pendant la Fronde. Il offre aux nobles les richesses de Versailles pour mieux les surveiller. Louis XIV aime les spectacles, le théâtre, la peinture. J'ai été trop vite, on revient un petit peu en arrière. Alors, oui, à Versailles, ça permet à Louis XIV de surveiller les nobles. À cette époque-là, les nobles, ils n'ont pas le temps de réfléchir à prendre la place de Louis XIV. La seule chose qui les intéresse, c'est d'être aimés de Louis XIV pour avoir le droit que tout le monde veut, loger, habiter à Versailles et pouvoir être près du roi. Être près du roi aussi puissant, c'est ce qu'ils veulent tous. Essayer de le flatter, de le complimenter, pour que Louis XIV les accueille à Versailles. Et être accueilli à Versailles, ça veut dire aussi avoir de l'argent. Tous les ans, une grosse somme d'argent leur est allouée pour pouvoir faire ce qu'ils veulent et vivre à Versailles. Et comme ils sont près de lui et qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est lui plaire, il sait qu'il ne lui arrivera rien. On peut continuer. Louis XIV aime les spectacles, le théâtre, la peinture. Il invite à Versailles des artistes comme Molière. Molière, qui écrit des pièces de théâtre. La Fontaine. Vous le connaissez sûrement, il écrit des poésies, des fables. Et Lully. Lui, c'est le musicien de Louis XIV. Pour symboliser sa personne, Louis XIV utilise le soleil, symbole de régularité, d'ordre et de puissance.
Ouais, alors il a choisi le soleil pour le représenter. Il est prétentieux, Louis XIV. Il dit qu'il est comme le soleil, qu'il est puissant comme le soleil, qu'il est immortel comme le soleil, qu'il illumine la population de sa lumière. Ouais, il a choisi un symbole qui est vraiment bien. C'est pourquoi Louis XIV est aussi appelé le roi soleil. Tous les monarques européens admirent Louis XIV. Son armée est la plus forte, son château est le plus grand et le plus beau. Mais le peuple français ne l'aime pas beaucoup. Alors pourquoi? Les impôts augmentent car les guerres coûtent cher. Et le roi gaspille énormément d'argent pour les grandes fêtes de Versailles. Le roi aime avoir des pièces de théâtre, de la musique, des poètes près de lui, des fêtes tous les jours. Pour faire fonctionner le château, il faut payer énormément d'ouvriers qui doivent le construire, faire des réparations, des jardiniers pour s'en occuper, des gens qui s'occupent des fontaines, des cuisiniers pour nourrir tout le monde qui habite au château de Versailles, des femmes de ménage pour s'occuper de toutes les chambres, pour nettoyer. Il faut aussi donner de l'argent à chaque courtisan, c'est-à-dire chaque noble de la cour qui habite ici, pour qu'il puisse vivre. Tout ça coûte énormément d'argent. Et vous connaissez le métier du roi. Comment il gagne de l'argent? Il n'en gagne pas, il est juste roi, donc il prend des impôts au peuple français. Et comme les nobles à l'époque ne payent aucun impôt, il n'y a qu'une seule catégorie de Français qui payent des impôts, ce sont les paysans. Étant donné tout ce que j'ai dit, vous avez vu, ça coûte énormément cher le train de vie du roi, et ce qui coûte encore plus cher, c'est les guerres. Alors pourquoi ça coûte cher une guerre? Parce que quand on envoie des soldats en Autriche et en Espagne, on les envoie par milliers. Si on envoie 10 000, 15 000 soldats en Autriche, autant en Espagne, ça fait beaucoup de monde. Et il faut les payer, ces soldats. Leur travail, c'est d'être soldats. On les paye, on leur donne une solde. Donc ça coûte très cher. Il faut les habiller aussi. Il faut faire fabriquer des tenues que l'on paye. Il faut leur donner des armes que l'on achète. Il faut leur donner de la poudre, des balles que l'on achète. Et il faut aussi les nourrir. Donc il faut faire acheminer de la nourriture que l'on paye pour nourrir les soldats. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et encore une fois, le roi le trouve au même endroit, dans la poche des paysans. De nouveaux problèmes liés à la religion apparaissent. Louis XIV est catholique et il n'aime pas les protestants. En 1685, il révoque l'édit de Nantes, signé par son grand-père Henri IV. C'est un petit peu compliqué ça, on va pouvoir l'oublier, c'est pas grave si vous ne retenez pas. C'est juste qu'il ne veut pas de protestants alors que son grand-père avait dit d'accord. Et ces protestants qui vont partir, ça pose un problème à la France. Pourquoi? Parce que parmi ces protestants, il y a des commerçants, des ouvriers, des gens qui aident la France à vivre, à la faire fonctionner, et qui eux aussi payent des impôts au roi. Et donc ces gens-là, s'ils ne sont plus là, c'est des impôts en moins, et le roi va devenir plus pauvre, et la France aussi. Les protestants sont persécutés et obligés de se convertir au catholicisme. Ceux qui refusent quittent le pays. Des milliers d'artisans et de commerçants fuient vers les pays d'Europe. Ils emmènent avec eux toute leur richesse. Et la France s'appauvrit. Suite à des hivers très froids, les difficultés s'accentuent dans les campagnes. Alors voilà, la suite du règne de Louis XIV n'est pas aussi bien que le début. Donc les guerres et le fait qu'il aime le luxe, les fêtes et tout ça, ça coûte énormément d'argent. Et pas de chance aussi à ce moment-là, il y a des hivers très froids. Et qu'est-ce que ça va se poser comme souci? C'est que quand il y a des hivers très froids et qu'il y a beaucoup de gel, les récoltes sont beaucoup plus faibles. Donc on a beaucoup moins de nourriture et ça va créer des famines, ce qui va faire beaucoup de morts et moins de gens encore pour faire des récoltes ou pour faire fonctionner la France. Et pourtant, Louis XIV veut toujours autant d'impôts. Du coup, les gens vont être de plus en plus pauvres. Les cultures gèlent, les arbres fruitiers et la vigne meurent. C'est la famine. On va écouter le témoignage d'un petit curé de campagne à l'époque pour dire à quel point les hivers avaient été extrêmement froids, quelque chose que l'on ne connaît plus aujourd'hui.
Voici ce qu'écrivait le curé Clément de la paroisse de Salles à propos de l'hiver 1708. Cette année a été si terrible qu'elle a causé la mort à plusieurs personnes et à un très grand nombre d'animaux de toutes sortes. Le 6 janvier, il tombe de la neige en si grande abondance qu'elle montait en plusieurs endroits jusqu'au sangle des chevaux. Elle dura jusqu'au 28 du même mois. Avec un froid très piquant et si violent qu'il gelait dans toutes les maisons, non seulement le pain et le vin, mais aussi les poules et les petits oiseaux qui y étaient de tous côtés. On trouvait dans les campagnes les lièvres, les lapins, les perdreaux morts. Nos noyers et autres arbres de tous les grands bois ont été gelés, et gelés de telle sorte qu'il n'en est point resté, ce qui a causé une famine terrible. Alors, le froid à tel point que des poules gèlent à l'intérieur des maisons, que les arbres meurent et ne se réveillent pas au printemps. Donc ça a créé de gros problèmes pour la France. Des centaines de milliers de personnes meurent de faim et de froid. Louis XIV est de plus en plus détesté. Et de nombreuses révoltes éclatent. Le roi meurt en 1715 à l'âge de 77 ans. Alors la fin de son règne a été beaucoup plus difficile, et les Français ont commencé à se révolter un petit peu contre ce style de roi, la monarchie absolue, c'est-à-dire le roi qui décide tout seul. Louis XIV, ça a encore été, c'était à la fin de son règne, mais à force d'énerver les Français, c'est Louis XVI qui va en faire les frais, et ça on le verra la prochaine fois. La fin du règne de Louis XIV est synonyme de famine, guerre coûteuse et inutile, impôts gaspillés dans les fêtes, retour des guerres de religion. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Alors, ça va peut-être un petit peu vite par rapport en classe, mais l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez regarder certains moments, regarder en entier si vous n'avez pas compris. Et je vous le redis, vous pouvez bien sûr me poser des questions. S'il y a des soucis sur quelque chose en particulier que vous n'avez pas compris, vous m'envoyez un mail ou un message BNNU et je vous répondrai. À bientôt.